podcast, mais carrément podcast de la Jeune Chambre économique française. Nous sommes Émilie et Emmanuel et pour cette saison 2023, nous allons mettre en lumière des personnalités remarquables sur les thématiques du développement durable, du leadership ou encore de l'engagement. Chaque mois, ces personnalités venues de tous les horizons partageront avec nous leur success story, leur expérience, leur parcours incroyable ou encore leurs projets inspirants. Bonjour Bastien Lucas. Bonjour Emmanuel. Tu es chef d'entreprise, tu as 2 entreprises, Eco Action Plus et Mégo depuis 2017, qui organisent le tri et le recyclage des mégots. Tu as déjà rencontré la GCEF, notamment à Agen et à Vichy, si j'ai bien compris. En effet. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et la raison d'être de Mégo ? Alors mon parcours personnel, moi je sors d'une école de commerce, donc quelque chose d'assez classique somme toute, mais toujours trouver pertinent de bien trier ses déchets, de faire attention à l'énergie, pas laisser la lumière partout dans l'appartement ou la maison. Donc toujours été intéressé, notamment par le tri des déchets. Depuis plusieurs années, je me demandais, bien avant, quand j'étais plus jeune, une cartouche d'encre, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Pourquoi ça va dans la poubelle? Est-ce qu'on peut pas la réutiliser? Et en fait, durant mes études, notamment à l'école de commerce, j'ai créé une association, c'était en 2016 précisément, qui existe toujours, qui s'appelle Terre Océane, qui nettoie les plages en Bretagne, notamment dans le Finistère Nord. Et cette association a pour objectif d'aller nettoyer les plages de manière bénévole. Et c'est dans le cadre de cette association que, d'une part, j'ai remarqué qu'il y avait plein de déchets sur nos plages, que j'ai rencontré des entrepreneurs qui étaient dans le monde du déchet, et c'est surtout là qu'on voit depuis toujours qu'il y a trop de mégots jetés improprement par terre et qu'on retrouve dans l'eau de mer et sur nos plages et les sentiers. Donc voilà, et c'est en démarrant en fait cette activité de nettoyage de plage que progressivement je me suis intéressé aux déchets d'année en année, en créant cette première entreprise en fin 2010 qui s'appelle Eco Action Plus, qui elle est spécialisée dans le management environnemental, et son rôle c'est de collecter et d'amener au recyclage les déchets de bureau. Et quand on parle de déchets de bureau, là, tu vois, on est dans un bureau, ça peut être une chaise, les luminaires utilisés, ça peut être le papier, là, on a entouré de papier, les bouteilles plastiques, ce qu'on appelle, c'est du polyéthynèle terephthalate, c'est la typologie de plastique, là, tu vois, tu as le symbole, normalement, derrière la bouteille. Enfin, voilà, les déchets de bureau, c'est tout ce que tu vas retrouver dans un office, dans une entreprise, etc. Et donc, on s'est lancé en 2010. On a créé quelques emplois, 2011, 2012, 2013. On a ouvert une agence à Rennes. En 2016, 2017, on a ouvert une agence à Poitiers. Voilà, on a 3 sites donc en France, un petit peu plus d'une dizaine de salariés. Et c'est dans le cadre de cette activité que nos propres clients chez Eco Action Plus nous ont demandé si on pouvait mettre des cendriers sur leur devanture. Je l'ai dit tout à l'heure, par exemple B&B Hotel, là vous savez l'enseigne qui met des hôtels un peu partout en France. Le siège est à Brest et ils nous ont demandé si on pouvait mettre des mégotiers. Et c'est ce qu'on a fait, mais notre objectif c'est de trouver des filières de valorisation matière, c'est-à-dire de recycler les déchets, non pas de les incinérer ou de les enfouir, les recycler, c'est-à-dire de réutiliser cette matière première pour en faire généralement un autre objet. Et donc, on s'est renseigné si sur les mégots, il existait des filières ou non. Et en faisant nos petites recherches, on a remarqué que c'était soit très très compliqué d'en trouver, il fallait partir en Angleterre, etc., soit il fallait les incinérer. Et donc, on trouvait dommage d'aller collecter des déchets pour les ramener à la poubelle. Dans ce cas-là, autant tout mélanger d'un coup dans une grande poubelle. Pourquoi mettre des cendriers si c'est pour les ramener dans une poubelle? Et vu que nos clients nous demandaient des cendriers sur leur devanture, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut pas en faire quelque chose? Donc là, j'ai pris un stagiaire, je me souviens en 2015, et on l'a lancé sur cette idée-là. Un chimiste, bien évidemment. Le mégot, de quoi c'est composé? Est-ce qu'en le défaisant, il y a de la cendre, du tabac, le filtre, est-ce qu'ils se font, est-ce qu'ils font pas? Voilà, pendant 1 an à peu près, on en a juste joué, l'apprenti chimiste, on a joué un peu avec cette cigarette pour voir de quoi, et après on a mené vraiment des études sur la pollution, qu'est-ce qu'on retrouve dans la cigarette, etc., auprès de laboratoires. Et au fur et à mesure, un peu toujours pareil, pas une erreur, mais en fait, on a remarqué que si tu mets dans une sorte de moule, ou si par exemple, tu mets l'acétate, le filtre de cigarette, en rappelant que le filtre
de cigarette est en acétate de cellulose. C'est les mêmes propriétés chimiques que nos lunettes. Donc nos lunettes sont fabriquées en acétate de cellulose. C'est un plastique, un thermoplastique qui fond au contact de la chaleur. Et on a remarqué justement que les filtres, si tu les mets dans un petit bocal, dans une petite boîte en aluminium ou autre, si tu le fais chauffer, on a remarqué d'une part que la matière elle fond, elle se recrovie sur elle-même, comme tu peux voir là sur notre lame de mobilier urbain qu'on a avec nous. La matière elle se rétracte, elle se compresse et elle prend la forme aussi dans l'endroit où on la met. Donc on s'est dit tiens ça a l'air de fonctionner. Mais bon, cette matière on sait elle est polluée, elle contient de la nicotine, des hydrocarbures, etc. Avant tout, si on veut le recycler, est-ce qu'il faudrait pas le dépolluer? Et en fait l'aventure est partie comme ça. Sacrée aventure. Oui. À la Jeune Chambre, on utilise une méthodologie en 6 étapes. On va commencer par enquêter et puis une opportunité, on saisit des opportunités, on développe des projets, on mène des actions. C'est quoi ton process à toi pour développer cette activité, partir de ton assaut de ramassage des déchets sur une plage, créer une première entreprise, en créer une deuxième, quel process tu utilises pour ça? Je pense que c'est quand même relativement proche d'une certaine manière à ce qui est fait à la Jeune Chambre économique. Tu parlais d'enquête, regarder ce qui se fait, benchmarker du coup, aller voir les parties prenantes, la collectivité, les entreprises. Donc ça passe par du dialogue. Je pense que bon voilà, après là, Jeune Chambre économique, j'ai bien compris, lancement de projet qui va se faire peut-être sur une année, derrière qui peut être repris quand même l'année suivante, et c'est très bien. Mais généralement, l'objectif c'est qu'à un moment donné, le bébé soit malgré tout, s'il y avait un intérêt, s'il a été convaincant, si je puis dire, c'est qu'il soit suivi de fait par une entreprise, une autre association. Alors que là, l'objectif c'est de monter le projet, derrière de continuer à le faire. Mais bon, voilà, je pense que les bases sont à peu près similaires. L'objectif effectivement, c'est d'abord quand même de voir s'il y a une clientèle, parce que une entreprise, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, s'il n'y a pas de rentabilité, s'il n'y a pas d'emploi du coup pour lancer la démarche et la contribuer au développement du moins, c'est compliqué. Donc d'abord, c'est est-ce qu'il y a un marché, des clients qui sont prêts à payer en fait pour ça. Et si on revient sur le sujet du mégot, qui comme le sujet numéro 1 qui nous importe aujourd'hui, nous notre objectif c'était de savoir si les entreprises et les collectivités seraient prêtes à ce qu'on leur facture une prestation de collecte, souhaitent des cendriers si elles les souhaitent, et on en a besoin en France, payerait les cendriers, si on collecte les mégots et qu'on les recycle, est-ce qu'elles accepteraient qu'on leur facture des prestations de recyclage? Et donc du coup, forcément, on a eu des galops de tests, ou du moins des entreprises tests et collectivités chez qui on leur a proposé nos services pour s'assurer qu'il y aurait un marché à développer. Et c'est comme ça qu'on a démarré. On est sur un produit qui est innovant, une prestation qui est innovante. Comment on fait pour se faire une place sur un tel marché quand il n'y a pas d'antécédent, pour réussir à convaincre tout l'écosystème de nous suivre? Alors il y a 2 piliers, les dates en fait de création, parce que on a parlé par exemple d'Ecoaction Plus, 2011, 2010. 2 ans après les subprimes, la crise des subprimes, crise mondiale. C'est compliqué de se lancer à ce moment-là. Et là, par exemple, pour le sujet du mégot, 2017, 2015, 2018, tu es en plein dans la période que l'on vit toujours encore en 2023, qui va normalement continuer à moins d'une grosse crise mondiale, où on parle beaucoup d'écologie, d'environnement, d'économie d'énergie, de RSE, responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, etc. Donc, en gros, ça dépend quand tu te lances d'être aussi dans le bon timing. Et ça, des fois, ça arrive que des gens ont d'excellents projets, malheureusement, ils sont pas au bon moment. Et l'inverse, c'est vrai, c'est peut-être un projet qui est pas extraordinaire, mais qui porte pas énormément de sens, mais au bon moment. Et là, il peut quand même se développer très très vite. Donc nous, on va dire qu'on est arrivé à un moment pionnier où les entreprises s'interrogent, et toujours le cas, et c'est même de plus en plus le cas, et les collectivités, on génère du déchet, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des déchets par terre, comment on sensibilise? On doit mettre des poubelles, des mégotiers, comment on le fait, etc. Donc, je pense que la story part de là. Identifier bien son marché, comprendre les parties prenantes. On l'a déjà dit tout à l'heure, vraiment le dialogue est important avec ses clients, ses fournisseurs, ses collaborateurs. Ça, c'est vraiment une base pour moi qui est vraiment stricte et à suivre. Et là, à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut imaginer une success story à partir du moment, surtout si tu crées une interface ou quelque chose qui a vraiment du sens.
c'est super. Parce que tu fais quelque chose que tu aimes, tant qu'à faire, tu fais quelque chose qui peut être utile, et là c'est super agréable de se lever le matin en tout cas. Ça, retrouver du sens, c'est quelque chose qu'on cherche beaucoup tous en ce moment. C'est vrai. Vous avez des techniques à nous donner, des conseils pour réussir à influencer justement nos écosystèmes et à réussir à les convaincre? Vous avez utilisé des techniques particulières? Ouais, alors chez Mego, on a eu beaucoup de chance, si je puis dire, et non, parce que ça a été aussi à un moment donné un peu délétère pour nous. On a eu beaucoup de communication rapidement, parce que vu qu'il y avait personne sur ce sujet-là de recycler des mégots, c'était assez incroyable en 2017. Donc on a eu toutes les télévisions de France et internationales. On a eu, je me souviens, les Coréens du Sud, on a eu les Allemands, on a eu, l'Australie, Donc on est passé sur des chaînes internationales. On a eu des chaînes françaises aussi internationales. Et après on a eu la 1, la 2, la 3 brutes que tout le monde connaît maintenant, etc. On a eu Sedjami. Voilà, on les a tous eus et très rapidement. Ils sont venus les unes après. C'est souvent le cas. C'est ce qu'on appelle la fameuse boule de neige de communication. Plus tu communiques, plus on a de chances de parler de toi. Et donc c'était extraordinaire. Donc du coup, ça permet de faire parler de nous, d'être vus, visibles, et d'enclencher aussi des premiers clients, des entreprises qui ont dit tiens, t'as vu, on peut recycler les mégots, pourquoi on mettrait pas nous-mêmes un cendrier? C'était le premier point, donc ça c'est super agréable. Par contre derrière, pour dire la vérité, ça double tranchant. Quand tu communiques beaucoup sur un sujet innovant, alors surtout sur un déchet particulier qui est la cigarette. On sait, la cigarette ça donne la mort, ça peut donner la mort, ça pollue. C'est quand même signe de plaisir. C'est très communicant, la fumée, la bière et le café. Et donc c'est un sujet très sociétal. Donc on peut parler beaucoup. Et en partant de là, ça peut interroger beaucoup. Et ça peut interroger des parties prenantes qui, elles, vont pas avoir midi de la même manière que nous à cette porte-là. Et donc, on a eu notamment des télévisions qui sont venues nous voir et qui étaient un petit peu comme Élise Lucet, qui était plutôt là pour se dire mais non, ils sont seuls au monde à recycler les mégots. Ça peut être qu'impossible, voire trompeur, voire voilà. Donc, on a eu déjà des télévisions plutôt à charge. Et c'était des superbes exercices pour nous. Alors c'est sûr que quand on a regardé la télé, on se dit ouais, c'était un peu à charge quand même, mais ça c'est des expériences uniques d'avoir en gros Élise Lucet, donc c'était une télévision belge. La personne elle est venue, on nous avait prévenu, c'était on est prestataire dans une ville, je sais plus laquelle, ça va me revenir, mais en Belgique. On nous a appelé, on nous a dit tiens, il y a une journaliste belge très connue en Belgique qui fait une émission, et elle va faire une émission sur les déchets, et elle va faire une émission plutôt pour montrer qu'il y a des déchets qui sont impossibles à recycler et que c'est tant mieux de ne pas les recycler. Donc c'était le cas des capsules Nespresso, etc. Donc là c'était Nespresso. Et donc on était plusieurs, elle m'avait prévenu. C'était pareil pour les chewing-gums, il y avait des entreprises qui se lançaient. Et elle m'a dit, écoute Bastien, je te dis, cette télévision, si elle t'appelle, c'est uniquement pour essayer de démontrer au public que ce que vous faites, c'est nul. Et moi j'ai dit, écoute, si elle m'appelle, je lui dirai, ok. On l'a fait venir. On a regretté sur le coup parce que effectivement, tu savais que ça serait exclusivement à charge. Tout son discours était préparé pour dire le mégot c'est tellement polluant, 2500 molécules toxiques, c'est impossible à dépolluer. Votre matériau contient forcément des polluants, donc vous allez aussi polluer. Et c'était comme ça tout le long de l'interview, et à charge, et en coupant les périodes où on était très en zone de confort, en ne gardant que quelques périodes où on était en zone d'inconfort. En faisant analyser par un laboratoire, on trouve quelques traces, mais j'ai bien de traces de nicotine sur notre matériau. On sait que une simple cigarette, en particules par million, c'est des milliers de molécules de nicotine. Nous, on trouve quelques traces. Eh bien, ils ont réussi, par exemple, avec le laboratoire. Lui, il disait, non, il y a que quelques traces. Et elle dit, oui. Donc, on est bien d'accord. Le matériau développé par Mego est donc un matériau polluant parce qu'il y a des traces de nicotine. En rappelant qu'une simple cigarette a plusieurs milliers de ppm en plus que notre matériau qui contient, là, tu as la lame devant toi, c'est plusieurs dizaines de milliers de mégots et des traces. Bon bref, mais ça, pour nous, moi j'adore ça. Et derrière, j'adore ça. Sur le coup, quand tu regardes la télé, non, t'aimes pas. Mais après, ça te donne un recul, et surtout, si t'as des choses
qui étaient à améliorer, parce que tout système ne fait que tendre vers de l'amélioration continue, tu sais aussi sur quoi il faut t'améliorer, que ce soit en termes de com, du coup, il y a des choses qu'on ne dit plus depuis, ou tu vois, ou différemment, ou on explique différemment depuis cette visite-là. Et après, il y a un autre pilier, je te disais, quand tu te lances dans un système nouveau, tu plais pas donc à tout le monde, et après, tu vas avoir notamment le ministère de la transition écologique qui s'est interrogé en se disant, attends, Mego, est-ce qu'ils sont à jour, est-ce qu'ils ont une usine qui est bien faite, est-ce qu'il n'y a pas de risque, etc. Et donc, on a eu beaucoup de rencontres, de visites, etc. pendant plusieurs années. Et ce qui est incroyable, c'est que maintenant, en 2023, Mego est invité au ministère de la Transition écologique pour présenter son action. Mego, auprès des agences régionales de santé, des ANPA pendant le mois de tabac. Alors, les ANPA, c'est les associations nationales de préservation des addictologies, nous connaissent et font appel à Mego sur des événements autour du mois sans tabac. Tu vas avoir les associations environnementales type Surfrider, World Cleanup Day qui nous connaissent et qui savent qu'on est un acteur sérieux, reconnu. Et puis derrière, tu vas avoir des entreprises, des collectivités qui vont vouloir du recyclage, qui vont faire appel à Mego. Tout ça pour te dire, il a fallu un sacré combat pour comprendre que Mego était un acteur d'une part sérieux, effectivement pionnier, passionné, parce que là, pour traiter un déchet particulier qu'est le Mego, il faut être très passionné, et qui allait, effectivement, grâce à son système, pouvoir révolutionner progressivement le geste de tri du Mego. On rappelle que 70% des fumeurs continuent à jeter leur Mego par terre, c'est-à-dire que 2 fumeurs sur 3 continue. Oui, là, il y a du boulot encore. Et donc, il y a un vrai travail didactique, travail de prévention, un travail d'émancipation des populations, et émancipation sur la pollution, c'est-à-dire rappeler que le Mego pollue. Mais on sait que le fumeur aura toujours une mauvaise excuse de ne pas jeter proprement sa cigarette. Il va être pressé, il va pas trouver de cendrier, il va être en pleine discussion, etc. T'as toujours, ça sent mauvais, je vais pas le garder avec moi, je vais pas le mettre dans ma poche arrière, j'ai oublié mon cendrier de poche, enfin je l'ai jamais acheté mais c'est pas grave, je vais te dire je l'ai oublié. Enfin bref, le fumeur, et j'ai fumé pendant 15 ans, je sais ce que c'est, a toujours une bonne excuse. Et je vais te donner, si tu as 2 secondes, 2 exemples vraiment frappants. Je vais dans le sud de la France voir un partenaire qui est fumeur. Je vais pas citer son prénom s'il écoute le podcast. Je suis avec lui. C'était à l'époque, on se lance, peut-être en 2017-2018. Il me dit, Bastien, un sudiste, hein. Bastien, c'est super ce que tu fais là. J'adore, c'est extraordinaire. Bon, j'ai fait mal l'accent du sud, donc j'arrête. C'est extraordinaire ce que tu fais. J'adore, il fume sa clope au même moment, j'adore recycler les mégots, etc. J'adore, et au même moment, il me dit, c'est extraordinaire, j'adore recycler les mégots, il jette son mégot à mon pied. Là, je lui dis, Philippe, t'es fou, quoi. On parle de recyclage, de pollution, tu dis que t'adores, tu dis, Bastien, j'ai pas fait gaffe. Quelques années après, une autre idée, on est en train d'installer à Saint-Brieuc, dans une zone commerciale des cendriers. Et il y a un agent de la sécurité avec nous tout le long, et qui parle aux jeunes, etc. Les jeunes, regardez, maintenant, vous jetez plus vos mégots par terre, hein, je vous connais, je vous ai vu, tiens, toi, je t'ai vu l'autre jour. Il fume sa cigarette, et au même moment, il dit, arrête de jeter, t'as vu, ils ont mis des mégotiers, maintenant, ils jettent par terre, à mes pieds, à nouveau, la cigarette. Ça te démontre à quel point le fumeur est aliéné complètement par ce geste-là. Il y a un vrai travail profond à réaliser sur ce geste que tu retrouves énormément dans le cinéma, etc. Ce mauvais geste, cette imposture un petit peu de se dire que c'est classe de jeter sa clope par terre. Non, c'est pas classe. C'est classe de trouver un cendrier. On est sur un vrai réflexe conditionné. C'est exactement ça, Emmanuel. Du coup, à votre échelle, vous améliorez clairement notre cadre de vie, vous le rendrez plus durable, plus responsable. En plus de ça, vous avez poussé la démarche plus loin en obtenant le label Positive Company. Oui, c'est bien ça que j'ai entendu. C'est exact. En reconnaissance de la démarche RSE que vous menez. Oui. Pourquoi avoir initié ce processus et quels impacts ça a pu avoir sur le fonctionnement à la fois interne et externe de l'entreprise ? Alors, on communique relativement peu sur parce qu'on essaie de faire pas mal de choses. Par exemple, je vais arriver au Positive Company, mais on a un système de management environnemental aussi dans le cadre de notre organisation. On a justement un audit de certification ISO 14001 les 2-3 novembre, donc c'est dans quelques jours, semaine prochaine. Et un label RSE, quel est son objectif réellement de la RSE d'une part et d'un label? La RSE, l'objectif, c'est vraiment d'aller interroger ces parties prenantes. Ces parties prenantes, généralement, il y en a 3. Ce sont les clients. Alors d'abord les collaborateurs, parce que c'est les plus proches.
ensuite tes clients, et on fait un peu moins, mais on le fait quand même, les fournisseurs. Et pourquoi aller interroger ces parties prenantes, c'est d'essayer de comprendre si ton organisation, ce que tu mènes comme action avec le service de base, donc le core business, et derrière toute l'organisation, donc ta flotte de véhicules, l'usine ou les locaux, tes équipes, est-ce que ça apporte un gain positif, en gros pour la planète, en termes environnementaux, en termes d'emploi, en termes économiques, etc. Donc voilà. Et le but, d'aller interroger ces parties prenantes, c'est de comprendre si ton organisation est porteuse réellement de sens et apporte en gros sa pierre à l'édifice en termes sociétal. Est-ce que ton organisation a un impact positif, d'où Positive Company, sur son écosystème? Et c'est vraiment, alors c'est complexe parce que il faut accepter, si tu veux, les remarques, les avis extérieurs, parce que là on a été interrogé tous nos salariés. On a envoyé à tous nos clients, mais on a eu un retour à peu près de 20%, 23% de nos clients, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est un beau retour. Et donc il faut aller interroger et être prêt à analyser les critiques, si je puis dire, ou du moins les avis qui te plaisent pas, d'avoir des salariés qui disent on n'est pas assez payé, c'est un exemple que je donne, c'est peut-être n'importe lequel, il n'y a pas de covoiturage suffisamment, c'est des exemples à nouveau, la nourriture si elle était proposée, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça, etc. Bon, on se déshabille d'une certaine manière, mais c'est bien parce que en fait tu vas, et de toute façon tu peux remarquer, Emmanuel, qu'actuellement tu as beaucoup d'entreprises qui communiquent de cette manière-là, et c'est assez intelligent. C'est de dire on était mauvais avant, mais regardez maintenant on s'améliore. C'est notre soupe Liebig, c'est un exemple. Alors, notre soupe était dégueulasse, elle était bourrée de polluants avant, mais pas d'inquiétude, on s'est amélioré, on a maintenant notre soupe bio, etc. Nous c'est un peu ça aussi, c'est d'accepter finalement que t'as sûrement plein de défauts, mais en l'acceptant, en parlant, ça, déjà, la personne en face, en fait, tu lui dis, ok, j'ai compris que ça marche pas, j'ai des défauts, notre système fonctionne pas comme vous auriez aimé qu'il fonctionne, mais je l'ai entendu. Et nous allons nous améliorer. Par contre, faut jamais faire croire que l'amélioration faut jamais faire croire, et c'est difficile. De toute manière, on est sur ce qu'on appelle de l'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est comme un système d'amélioration environnementale ou qualité. Ça peut mettre plusieurs cycles, voire plusieurs années. Donc, faut jamais faire croire, malheureusement, ou heureusement, que ça peut être fait demain. Parce que de toute façon, ça sera trompeur. Mais bien expliquer à la personne, j'ai bien entendu, bien compris, ou au système en face, votre interrogation, nous avons réfléchi, nous allons y réfléchir, et nous allons trouver une solution. Par contre, il faut venir avec des solutions. Eh bien, c'est extraordinaire, parce que tu permets vraiment d'améliorer ton système, et d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Parce que tu t'es pas mis une barrière devant les yeux en disant, tout va très bien, et en oubliant qu'il y a peut-être un mur devant ou un trou par terre. Le matériau que tu produis avec Mego s'appelle le Plastigo. Oui. Aujourd'hui, donc, c'est celui qui est utilisé. Est-ce qu'il y a des projets de recherche et développement pour des nouveaux produits, et sur quel modèle économique tu te bases? Alors, Plastigo, effectivement, ce sont des lames de mobilier urbain. On part du filtre, le fameux filtre qui est en acétate de cellulose, qu'on a dépollué en circuit fermé dans notre usine. Faut rappeler, nous on dépollue les mégots avant de les thermocompresser dans des presses pour faire ces grandes plaques qu'on va découper au laser, à la CNC, dans notre siège social, qui est une autre usine. En fait, on a deux usines. On a l'usine vraiment de dépollution, en gros, et de transformation. Et derrière, on a une usine qui va plutôt assembler du mobilier urbain. Donc, effectivement, Plastigo, matériel recyclé à partir de l'acétate de cellulose présente dans le filtre. On va thermocompresser, on va faire ces grandes lames de mobilier urbain dans notre usine, et au siège social, on va l'assembler sur du mobilier urbain. C'est un matériel qu'on développe de plus en plus en France. On travaille avec des grandes enseignes comme Decathlon, etc., qui vont mettre en fait du mobilier urbain dans leur zone fumeur, notamment pour leurs visiteurs et ou leurs salariés. Tu vas avoir des villes aussi. Tu vas par exemple à Meudon, tu vas à Paris 9e, tu vas retrouver du mobilier urbain. Mais il y a deux contraintes sur notre organisation, si je puis dire. Déjà, le marché du mobilier urbain, quand on s'est lancé, on trouvait que c'était super chouette de faire du mobilier urbain. Pourquoi ? Parce que le mobilier urbain est visible. Donc c'était bien de mettre des cendriers et du mobilier urbain marqué mégot, fabriqué avec tant de mégots, que les fumeurs comprennent que au moins, s'ils recyclent leur mégot, que ça peut servir à de l'assise, etc. Donc ça, c'était le premier point.
Mais il y a des contraintes. C'est d'une part, le marché est très niche. Ça coûte quand même de faire du mobilier urbain et finalement, on n'a pas des clients de manière exponentielle. On a de plus en plus de clients, mais bon, on traite 20 tonnes annuellement, donc c'est pas non plus des volumes extraordinaires. Alors 20 tonnes, ça paraît peu, mais c'est déjà de plusieurs centaines de millions de mégots. Voire 20 tonnes, je crois que t'approches petit à petit du milliard de mégots. Mais on traite à ce jour 1% du marché des mégots improprement jetés par terre. On jette à peu près 15 000 tonnes de mégots par terre. C'est considérable. Et donc j'y arrive au questionnement, c'est que notre matériau peut malgré tout avoir des contraintes, on l'a dit, donc des questions de coût, donc il faut quand même le proposer à des villes. Après tu as des questions de SAV, de dégradation, tu vas avoir, on l'a connu à Paris, les gilets jaunes, tu vas avoir des dégradations liées aux intempéries, tu vas avoir des dégradations de jeunes. Nous à Landerneau, on avait mis des mobiliers partout dans une gare routière. Non, mais les jeunes, en une semaine, avaient tout cassé, le mobilier urbain. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plusieurs articles dans la presse, je pense, qui disaient qu'ils avaient mis du mobilier urbain mégot. Ils ont dû en entendre parler, ils se sont dit, parce que ça aurait été du mobilier classique. Ils auraient su que c'était pas du mégot, ils seraient pas amusés, à mon avis, le défoncer de cette manière. Enfin bref, ça c'est aussi des contraintes. Et derrière, notre matériau, qui est un jeune matériau, on l'a dit tout à l'heure, 2017, Mégo, c'est encore une entreprise jeune. C'est un matériau qui va avoir tendance, d'année en année, pas en intérieur. En intérieur, c'est un matériau qui ne bouge absolument pas. Mais avec les intempéries, notamment la lune et le soleil, c'est un matériau qui va blanchir, ou du moins devenir un peu gris d'année en année. C'est une contrainte, parce que pour des villes, ils vont avoir un code RAL. Tu sais, le RAL, c'est la couleur. Ça va être finalement un gris foncé. Bon, ça tombe bien quand même. Ils vont avoir une couleur, une dominante. Et si une partie du mobilier devient gris, c'est une contrainte, etc. Et deuxième point, c'est que on s'était demandé, nous on est plutôt une usine artisanale. Alors c'est bien, on a un artisan du recyclage à Mégo. Tous les mobiliers, tu sais, comme tu le vois là, ils sont marqués au laser avec le logo de notre client. On va même faire, tu sais, s'il y a une ville avec un beau logo, on va le graver. Donc on va vraiment faire de l'artisanat. Après, lorsque tu veux viser un marché, par exemple, de 1000 demain, je te donne, Bordeaux nous commanderait 300 mobiliers urbains du jour au lendemain. On aurait du mal à y répondre, par exemple. Donc on s'est dit, pour répondre encore précisément à ta question, on s'est demandé si on pourrait pas créer un produit grand public, industriel finalement, à partir du mégot. Et surtout, un produit qui serait d'une certaine manière plus durable. Plus durable dans le temps, aux intempéries, au toucher, etc. En s'assurant toujours, bien évidemment, qu'il soit pas écotoxique, qu'il n'ait pas de risque pour l'usager. Et donc, on est parti finalement, avec des partenaires, bien sûr, à se demander si on pourrait pas injecter, tu sais, de l'injection industrielle, injecter du mégot dans un moule industriel. Le fameux moule, tu sais, par exemple, là, cette bouteille plastique a été injectée dans un moule. Voilà. Et donc, du coup, on lance dans 3 semaines, donc ça tombe bien, un cendrier de poche injecté en partie du mégot de cigarette. On a toujours le mégot de cigarette, des filtres de cigarette dépollués. Et on va retrouver du déchet de lunettes. On travaille avec des lunetiers qui fabriquent des lunettes, qui font des chutes de production. Et ces chutes de production sont des déchets. Nous, on les récupère pour qu'ils soient incinérés. Et c'est de l'acétate de cellulose, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, on va réinjecter ces deux matériaux, ou ces deux sources de matériaux, de déchets, dans un moule, pour en faire un cendrier de poche, qui est lancé fin novembre. Et là, on va pouvoir faire de la série. C'est-à-dire faire 10 000, 20 000, 30 000 cendriers de poche en fonction des besoins des entreprises et des collectivités. Ce cendrier de poche, il sera distribué aussi aux particuliers ? Absolument. Notre objectif, c'est, on l'espère, d'être à un moment donné visible auprès des débits de tabac, de la Fédération des buralistes, de l'Association des maires de France également, etc., etc. On a alors là, il y a un gros travail pour tout nouveau produit unique, là, fabriqué full déchets, c'est-à-dire 100% à partir de déchets. Il va y avoir un gros travail d'émancipation de la population, etc., des politiques. L'avenir nous dira si on a fait les bons choix. Nous, on trouvait que c'était bien comme premier produit d'avoir un vrai produit utile auprès des fumeurs. Mettre des cendriers dans les rues, c'est bien, mais le fumeur a besoin d'un petit réceptacle avec lui au quotidien. À quand une collecte des déchets, des mégots pour les particuliers ?
Alors, à ce jour, c'est très compliqué à mettre en place. Alors, il y a des événements nationaux, je pense notamment au World Cleanup Day, qui est une grande journée de nettoyage. Je crois que c'est 2000 ou 3000 événements sur une journée, ça a lieu en septembre. Magnifique journée. Là, on va être très présent, et là, ce sont les particuliers, alors les bénévoles, qui vont aller ramasser des déchets partout en France, dont des mégots. On commence à mettre des points d'apport volontaire, des grandes bornes géantes à l'extérieur, dans certaines villes en France. Mais tu vois, en Bretagne, par exemple, on en a qu'une, qui taverne sur Sèche, une, voilà. On commence à avoir des déchetteries partenaires, des points de collecte dans les déchetteries. On commence à avoir des grands distributeurs, type Intermarché et d'autres, qui ont des points de collecte chez eux. Mais ça reste vraiment parcellaire, des toutes petites quantités. Ça va être compliqué pour le moment. Je dis bien pour le moment, d'imaginer que les particuliers puissent avoir une solution de dépôt et de recyclage, sachant qu'il y a très peu d'usines en France. Nous, on va vraiment viser plutôt le dépôt sauvage, notamment en ville, et la sensibilisation des salariés dans les entreprises pour qu'ils aillent derrière, on l'espère, sensibiliser leurs amis, leurs enfants, etc. Notre objectif à terme, pour te donner un exemple, c'est d'aller traiter 7 à 8% du marché, 1% à ce jour, 7 à 8%, c'est-à-dire de près de 100 tonnes à l'année, ce qui sera déjà pas mal pour nous. Mais tu vois, on va pas collecter et recycler tous les mégots. Mais je pense que il y a maintenant un éco-organisme. Alors un éco-organisme en 2 mots, c'est une institution financière. Là, c'est les fabricants de tabac qui sont au-dessus de ce système-là pour financer des campagnes de nettoyage dans les villes, des cendriers, etc., etc. Et donc, on espère demain que cet éco-organisme va permettre de financer des points d'apport volontaire et d'aider les particuliers à avoir plus de simplicité pour collecter leurs mégots. Quel avenir pour Mégo? Est-ce qu'il y a des projets d'extension, notamment à l'international? Et surtout une question qui est revenue sur le sondage fait tout à l'heure, s'il y a une diminution de la consommation de tabac, ça aura un impact direct sur votre matière première. Et également, si demain, on imaginait que les campagnes de Moi sans tabac fonctionnent et qu'on ne fume plus, il n'y a plus de tabac, est-ce qu'il y a des alternatives à ce matériau? Alors, première chose, au niveau européen et français, Mégo se positionne clairement comme l'acteur français du recyclage, avec, on l'a dit, des accréditations. On est sous le régime de l'autorisation préfectorale, c'est-à-dire qu'on a une usine qui est certifiée auprès de l'ADREAL, donc la direction de l'environnement. On a une analyse de cycle de vie avec revue critique officielle, c'est-à-dire qu'on a été voir quels sont les impacts de notre structure et de voir s'ils sont, par exemple, moins importants ou plus importants qu'un incinérateur. Et on a vu notamment lors de cette analyse de cycle de vie que l'impact transport, parce que nous on intervient partout en France déjà, par exemple l'aéroport de Toulouse est un de nos clients, Bordeaux, Métropole est un de nos partenaires, donc on fait acheminer des mégots de partout en France. On a remarqué que le coût de transport au niveau carbone, au niveau gaz à effet de serre, le fameux rayonnement infrarouge lié au CO2, pardon, est important par rapport au transport. Donc, alors c'est critique d'une certaine manière à se demander, est-ce qu'on ferait pas une autre usine en France à terme? 2, est-ce que quand même faut pas déjà qu'on s'assure que notre système tourne au moins 10 ans déjà dans un premier temps, qu'il n'y a pas de révolution comme tu le dis, Emmanuel, très important. Est-ce que on parle de plus en plus d'interdire le fil de cigarette? Il y a énormément d'études qui démontrent que ce fameux filtre en plastique n'a pas d'incidence réelle sur l'impact positif qu'il peut avoir lorsqu'on va avoir cette carbonation, c'est-à-dire la cigarette qui va être fumée au fur et à mesure. Ça génère quand même des goudrons, la nicotine elle passe, etc. Et finalement le filtre qui a un impact tellement important sur la pollution a plus de dommages que ce qu'il peut avoir comme incidence positive sur la santé. Ça c'est prouvé, et donc de plus en plus on demande d'interdire le filtre de cigarette. Est-ce qu'on va y arriver? Le lobby est tellement fort, l'industrie est tellement puissante, pas sûr, mais c'est demandé. Après, tu as raison, de moins en moins de fumeurs en France. Tu as une seule population en France où tu as une légère croissance de fumeurs, c'est les jeunes femmes, de 25 à 45 ans. Faut le rappeler. C'est la seule population qui connaît une légère croissance. C'est-à-dire que tu as de plus en plus de jeunes femmes qui fument. Pour le reste, les jeunes, les hommes, fument de moins en moins. En rappelant que tu as quand même la cigarette électronique maintenant enrôlée. Pareil, la cigarette électronique
connaît quand même globalement a eu un boom très élevé avec des fumeurs qui font un peu des deux et qui peuvent se lasser quand même de la cigarette électronique, des gens qui ont commencé que par la cigarette électronique, les jeunes qui s'intéressent plutôt à la puff, je sais pas si tu en as entendu parler, une cigarette électronique qui dure quelques jours, qui est jetée par terre, souvent, produit électronique, c'est le futur syndrome demain de la pollution électronique, des propositions faites à la cigarette. Tu verras demain, si tu enlèves la cigarette, tu auras un gros problème de la pollution liée au puff. Bon, tout ça pour te dire, et après t'as toute l'Europe, tout le Moyen-Orient, tous les pays autour. Il y a beaucoup à faire encore dans le monde, parce que malheureusement, si tu interdis par exemple le filtre en Europe, je pense qu'on y arrivera un jour. Et ça serait une excellente nouvelle. Je suis sûr, avec les stocks, les milliards et milliards et milliards de production de filtres dans le monde, tu réussiras à avoir des exemptions partout ailleurs, surtout dans les pays pauvres, et tu verras ces fameux filtres qui seront encore disséminés pendant 10, 15, 20, 30 ans. Tu l'as vu avec les engrais interdits au niveau européen, tu retrouves partout en Afrique, etc. Donc, malheureusement, on a encore de la route pour Mego et encore énormément d'années à promouvoir cette action de prévention, sensibilisation, collecte et recyclage à Mego. Encore un long chemin à parcourir. On espère que ça avancera. Ouais. Quel conseil, pour finir, tu pourrais donner à un jeune entrepreneur ou un jeune bénévole qui souhaiterait se lancer dans un projet aussi innovant ? Alors deux choses, dont une que j'ai appris très tardivement, donc je l'ai dit tout de suite, se faire accompagner. La première société que j'ai créée, Ecoaction Plus, on était accompagné, mais j'allais pas tant que ça aller voir les réseaux, par exemple le réseau Entreprendre ou les jeunes chambres économiques. Aller vraiment voir même les réseaux type les technopoles, etc. C'est très 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 important, vraiment de se faire accompagner avec les chambres de commerce, etc. Pour moi, c'est même la première chose à faire. La deuxième chose, on l'a dit, c'est de s'assurer qu'il y a un business au bout. C'est-à-dire que ça va être créateur de valeur ajoutée. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, on peut avoir le plus beau programme de la Terre, mais si derrière, il n'y a pas à condition que ce soit que de la subvention, et c'est très rare, s'il n'y a pas de programme vraiment de financier au bout, ça va être difficilement tenable sur du long terme. Et le troisième point, et ça, malheureusement, ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre de l'expérience que l'on a eue avant, souvent, c'est-à-dire les expériences de vie, les erreurs et les échecs et les réussites que l'on a pu avoir, de l'éducation que l'on a eue tout au long de sa vie. Mais aussi, faut être prêt, et ça, tout entrepreneur le vit chaque jour, aux défis, aux contraintes, à énormément de problématiques que l'on peut rencontrer. Et il va falloir être prêt à rebondir, parce que malheureusement, il y a des moments où tout entrepreneur qui a vécu tout type de taille d'entreprise, tu as des entrepreneurs qui ont 10 salariés et pourtant a vécu énormément de galères, et tu vas avoir des entrepreneurs qui ont 10 salariés et n'ont jamais eu de galères, mais tu as des entrepreneurs qui ont 2, 3, 4, 5 000 salariés qui ont eu exactement les mêmes galères que l'entreprise de 10 salariés, mais pourtant lui est exponentiel, a réussi d'une manière complètement différente. Tout ça pour te dire qu'il y a un point d'exergue qui reviendra systématiquement, c'est qu'il faut absolument pas avoir peur du risque, peur de l'affrontement, peur à faire des erreurs, peur à prendre des claques dans la figure. Parce que forcément la vie d'entrepreneur est pas un long fleuve tranquille, et il y a des moments où tu vas vraiment être démoralisé. Et si tu réussis à passer ces étapes-là, il y a des jours où tu te dis waouh, c'est tellement agréable d'être chef d'entreprise, ou du moins gérant d'entreprise, ou directeur d'un projet, ou tu vois, d'avoir réussi à faire germer une idée, un concept, et de se dire waouh, ça marche, j'ai des équipes contentes, mais pas toujours, des clients contents, mais pas toujours, faut toujours l'accepter ça, et au fur et à mesure de se dire c'est quand même chouette, je fais quelque chose, et si en plus, à terme, et on l'espère tous, en tant qu'entrepreneur, ce que tu fais, l'idée est bien, que tu en vis bien, et que tes enfants ont l'air heureux, etc., là tu te dis, c'est super. Donc j'invite effectivement tout le monde à aller jusqu'au bout. Mais c'est pas toujours rigolo, donc faites-vous à bien accompagner. Donc oser sortir de sa zone de confort, persévérer et se faire accompagner. Exactement ça, Emmanuel. Exactement les 3 termes que j'aurais utilisés si j'avais voulu être synthétique. Merci. Merci beaucoup, Bastien. Merci et à toi. Bon courage pour la suite. À bientôt. Plaisir de t'avoir rencontré aujourd'hui. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast, mais carrément. Il vous a plu? Il vous a inspiré? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire,
à le partager ou à nous faire des suggestions sur podcast@jcef.asso.fr. Pour en savoir plus sur la Jeune Chambre économique française, rendez-vous sur notre site web jcef.asso.fr ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast, mais carrément.